Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque. Ses paupières semblaient taillées tout exprès pour ces longs regards amoureux où la prunelle se perdait, tandis qu'un souffle fort écartait ses narines minces et relevait le coin charnu de ses lèvres, qu'ombrageait à la lumière un peu de duvet noir. Cette description magnifique que Flaubert propose du visage de Madame Bovary n'est pas à proprement parler une description de son visage, mais plus exactement une façon d'entrevoir le visage et de laisser voir non pas le visage lui-même, mais ce qu'il dissimule et ce dont il témoigne à la fois, c'est-à-dire l'amour qu'il a fait vivre, qu'il a fait respirer, qui lui fait battre le cœur et qui s'imprime sur le rose de ses joues. Est-ce à dire que quand on parle d'un visage, on parle toujours d'autre chose? C'est avec Dan Arbib qu'on va en parler aujourd'hui. Bonjour Dan. Bonjour. Alors, dans ce texte de Flaubert, Madame Bovary, donc, on a le visage de Madame Bovary, mais enfin en guise de visage, on a quelques paupières, une prunelle, le coin charnu des lèvres, peu de choses, finalement, pour parler du visage. Peu de choses. Moi, j'aurais une autre lecture de ce texte. Je pense qu'on y lit, au contraire, beaucoup de choses. Des paupières taillées pour de longs regards amoureux, et on sait bien que c'est l'amour qui fera l'essence de ce livre. La prunelle se perdait, un souffle fort écartait ses narines minces. Le souffle, c'est le souffle de la vie, mais c'est aussi le souffle de l'agonie, juste après son suicide. Ses narines minces et relevait le coin charnu de ses lèvres. L'amour encore, l'érotisme, et enfin l'un peu de duvet noir. Notation magnifique, mais extrêmement inquiétante. C'est presque baudelairien. Ah oui. C'est presque les fleurs du mal qui, je vous rappelle, paraissent la même année que Madame Bovary, 1857. Mais alors, en même temps, ce que vous dites n'est pas contradictoire, dans la mesure où il décrit son visage, décrivant son visage, il dit l'amour qu'il a fait vivre, il dit la mort qu'il attend, il dit son passé, son avenir, ce qu'elle est, son présent, la plénitude d'un présent joyeux, puisqu'elle vient de rencontrer Rodolphe, elle est toute amoureuse, elle est épanouie, c'est une femme épanouie, c'est le seul moment de bonheur de la vie de Madame Bovary. En d'autres termes, il dit constamment autre chose que ce qu'il désigne ou que ce qu'il prétend décrire. C'est tout l'intérêt de cette description. C'est de nous montrer qu'à travers un visage, on décrit à la fois un visage et toujours plus qu'un visage. Toute la vie de Madame Bovary concentrée dans un visage, mais finalement très peu de traits, vous l'avez observé. Donc tout, et en même temps rien, pas grand-chose, quelques notations. Une vie peut-elle être contenue dans un visage? Madame Bovary est-elle dans ce visage? Il semble qu'elle y soit tout entière et en même temps qu'elle soit toute là par esquisse, vous savez, à la façon de ces femmes de Matisse. Quelques traits, 2, 3 traits, suggèrent une forme, un avenir, quelque chose, un mouvement finalement. Ou un petit peu comme disait Daniel Arras, on n'y voit rien. On n'y voit rien, mais on y voit tout. Et c'est ça qui est magnifique. C'est toute la difficulté avec le visage, c'est que plus on est explicite dans la description d'un visage, moins finalement on voit véritablement quelque chose. On ne dit même plus rien. C'est-à-dire que celui qui voudrait s'épuiser à la description des moindres traits du visage ne nous aurait rien dit de la personne qu'il décrit. Alors, ce sera contesté, et c'est sans doute un point qui a été historiquement contesté. Mais il faut quand même tenir que le visage, ce qu'il y a de plus expressif, de plus propre à la personne décrite, n'est pas dans la forme plastique, dans les menus traits qu'une description pourrait en offrir. Ce qui est étonnant, c'est que ce qu'un visage peut avoir d'obscur, d'étrange, d'énigmatique, de mystérieux, vient du fait qu'il est transparent, d'une certaine façon, et qu'il laisse transparaître autre chose que lui-même. Toute l'énigme vient du fait qu'il ne se résume pas à ce qu'il manifeste. Il est transparent, il ne se résume pas à ce qu'il manifeste. Pour parler comme Lévinas, je dirais que le visage est une énigme, mais pas un secret. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être rien derrière. C'est un phénomène qui se donne de façon tout à fait nue, c'est-à-dire que le visage est, on le verra un petit peu peut-être plus tard, le visage c'est la nudité, c'est le phénomène qui se dévoile tel qu'il est. Quand je prends les choses qui sont autour de moi, donc, prenez ce fauteuil, je peux m'y asseoir. Ce fauteuil, il est investi d'une fonction que moi je veux bien lui prêter. Quand je vois votre visage, je n'investis en quelque sorte absolument rien. Vous êtes complètement transparent, il n'y a rien d'autre à voir. Ouais. Il n'y a rien d'autre à voir que votre visage dans ce que vous m'offrez ici. Même pas la couleur de votre peau, même pas vos traits physiques. Et réciproquement. Il y a là, alors du coup, à la lumière de ce qu'on vient de dire, quand même, cette première image est frappante, peut-être par son défaut. Son défaut étant justement d'être tout à fait explicite, Dan Arbib.
Alors, c'est d'être tout à fait explicite, d'être même faussement explicite. Oui, parce que ce qu'elle dit de Freud n'est pas ce que Freud Ce qu'elle dit de lui-même. Freud est complètement faux. Qu'est-ce qu'elle dit de Freud? Moi, ce qui me frappe, c'est que l'œil est figuré par un vagin. C'est-à-dire que Freud verrait tout par le prisme de la sexualité. Et Féminine. Féminine. En fait, ce qui intéresse le caricaturiste ici, c'est que Freud voit tout non pas par le prisme de la sexualité, mais par le sexe. Par le prisme du sexe, ce qu'on appelle violemment, vulgairement le sexe. Et Freud n'est pas du tout intéressé par le sexe tel que cette personne en position lascive peut le figurer. Oui, les bons ennemis de Freud, d'ailleurs, ont cru devoir le réduire à l'image d'un homme obsédé par le sexe. C'était pas un homme à femme? Non. Ces textes consacrés à la féminité sont extrêmement difficiles. C'est pas ça qui l'intéresse. Freud fait de la sexualité une grille d'explication, d'ailleurs une grille unilatérale, c'est ce qui assure la scientificité du freudisme, pour les comportements humains et les questions psychologiques. Et de la sexualité masculine en particulier. Et la sexualité masculine, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'envie de pénis, la question du pénis. La question du pénis. Mais alors, du coup, revenons au dessin lui-même, si vous voulez bien. Ce qui est tout à fait frappant, quand même, dans ce dessin-là, c'est donc la fusion de deux intentions. Hein. D'un dessin, on voit l'autre. Les deux dessins naissent. Enfin, sanastomose, je sais pas quel est le mot, sanamastomose, je sais plus. C'est un mot de Bergson, mais bon. Disons qu'il y a une fusion des deux dessins. On les retrouve l'un dans l'autre. Et en même temps, cette fusion est également si explicite qu'elle en perd toute signification. Elle prétend enfermer Freud dans une caricature. Elle vous dit, vous avez compris tout Freud quand vous avez regardé mon dessin. Oui. Beaucoup de psychanalystes pourraient avoir à juste titre une perplexité très grande. Effectivement, et puis surtout ce visage qui lui ressemble à s'y méprendre a aussi un défaut. D'ailleurs, on se demande à quoi servent les monocles qui sont là, enfin les deux petites lunettes qui sont ici, donc qui sont un rajout qui ne coïncide pas avec le corps de la femme. Et il faut faire vrai. Non, mais moi, ce que je crois vraiment, c'est que le caricaturiste ici, c'est caricaturer lui-même. C'est-à-dire que c'est le caricaturiste qui pense au sexe, et non pas Freud. Qui, en vertu du préjugé qui serait le sien sur Freud, se serait amusé à le décrire lui-même. Donc, c'est toute la difficulté du visage. Le visage est une évidence, il saute aux yeux, et en même temps, cette évidence est une évidence qui recouvre ou qui masque, ou peut-être qui témoigne. Est-ce qu'on peut dire qu'elle masque ou qu'elle en témoigne? Qui masque ou qui témoigne quelque chose de quelque chose de plus vaste? J'aime mieux qui témoigne, parce que c'est un concept plus flou. Ça témoigne. Ça ne masque pas, parce que qui dit masquer dit recouvrir, de sorte qu'on n'y voit plus rien, et absolument plus rien, alors que le témoignage est tout à fait autre chose. Le témoignage vous indique qu'il y a quelque chose, ne vous dit pas encore quoi. Et donc il y a quelque chose de plus mystérieux dans le témoignage, alors que le recouvrement, le cachement, oui, mais tout simple. Dan Arbib, regardez, Les Amants de Magritte. On est en 1928. Il masque le visage des amants, en l'occurrence. De quoi témoigne-t-il en masquant le visage des amants, comme il le fait? Magritte, lui, ne témoigne de rien. Ce qui est intéressant dans ce tableau, ce qui est absolument formidable, c'est que il est peint du point de vue de chacun des amants. Chaque amant ne peut pas voir le visage de l'autre. Pour quelle raison? Parce que dans l'amour, finalement... Parce qu'ils s'aiment, c'est ce que j'allais vous dire. Parce qu'ils s'aiment. Et parce que dans l'amour, on ne voit pas les caractéristiques physiques. Ce n'est pas là ce qui importe. Ce qui nous renseigne d'ailleurs sur la nature de l'amour comme tel. En général, quand on dit qu'on aime pour telle ou telle ou telle ou telle raison, quand on énumère les raisons d'un amour, évidemment, c'est que l'amour est dissous dans les raisons qu'on lui donne. Ou en tout cas, ces raisons sont toujours rétrospectives. Pascal, bien sûr. Hein, on aime toujours que pour des qualités empruntées. En effet, on n'aime jamais l'autre parce qu'il a tel nez ou tels yeux, telle bouche. C'est pas ça qui importe. Et du coup, le visage de l'autre devient invisible en amour. Et en même temps, il a quand même un visage. Garder ce visage, tout en le figurant comme invisible, c'est en quelque sorte la ruse très intelligente, parce que l'art de Magritte est un art extrêmement intelligent, extrêmement pensé. C'est la ruse de Magritte qui consiste à nous représenter ces visages recouverts d'un voile. Ce qui est encore plus fort ici, d'ailleurs, c'est qu'on les voit s'embrasser. Ils s'embrassent, on voit les nez qui se croisent malgré tout. Ce qui est étonnant aussi, c'est le fait que la forme laisse entrevoir malgré tout quelque chose, un soupçon, une esquisse, comme s'il y avait une relique
du visage, finalement, qui serait le point de départ, le marchepied vers le véritable regard qu'on doit poser sur l'autre. Vous avez entièrement raison. La forme, ici, est absolument indispensable, sans quoi on ne reconnaîtrait pas les visages. Mais en même temps, le visage excède cette forme. Le visage n'est pas dans la rotondité, ici, de ce voile. Le visage n'est pas là. Et en même temps, il y est quand même un petit peu. Là, on a un renseignement sur ce qu'est la phénoménologie comme telle, non, d'Anna Arbib. C'est-à-dire sur cette façon que l'on a de s'attarder sur les phénomènes et, j'allais dire, presque de les épuiser à force de les regarder. De les regarder, de les décrire, et surtout, je pense à partir de Heidegger, et c'est très frappant chez Lévinas, de nous faire voir ce qui peut-être ne se fait pas voir, de décrire l'invisible. Et l'expérience du visage, c'est Lévinas. L'invisible n'étant pas la vérité qui serait masquée par les phénomènes ici, c'est autre chose. Non, je dirais plutôt que les phénomènes font voir l'invisible. Et le visage, c'est, pour le dire un petit peu dans une formule très ramassée, le visage, c'est l'infini qui devient phénomène. L'infini qui se donne à voir. Qui se phénoménalise. Qui se phénoménalise. Et c'est une expérience absolument unique. Je voudrais quand même citer, parce que on peut pas parler du visage sans parler de lui, de Lévinas, Totalité et Infini, toute la partie qu'il consacre au visage, en fait, à mon avis, tout est sur le visage dans ce livre, mais la partie, le cœur peut-être vibrant de ce livre où il parle du visage, il dit à un moment, le visage est présent dans son refus d'être contenu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le visage, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la forme plastique qui l'enferme. Le visage, c'est... Mais qu'est-ce que c'est d'autre? C'est l'advenu de l'altérité. Je vous vois, mais je sais très bien que vous n'êtes pas dans cette forme plastique. Vous n'êtes pas épuisé par cette forme plastique. Vous faites index vers quoi? Vers l'infini. D'où le titre. Totalité et infini. Vous n'êtes pas... Que désigne la totalité dans Totalité et Infini? Alors, la totalité, chez Lévinas, c'est l'idée que un ego, un sujet pensant, veuille penser autrui et le ramener à la sphère de, allez, on va dire pompeusement, son égoïté, la sphère de ce qui est à lui. La connaissance vorace de l'autre, par analogie avec moi. Voilà, mais c'est complètement faux. C'est-à-dire que vous m'échappez complètement, et même dans l'amour, on est toujours seul en face de l'autre, il y a toujours quelque chose qui nous dépasse chez l'autre. Et ce dépassement, qui est toujours un dépassement vers un autre dépassement, fait signe vers l'infini et nous emporte à l'infini. Mais ce que vous dites d'Anna Arbib donne à penser que, en somme, il y a deux façons de s'attarder sur quelqu'un d'autre, de s'intéresser à l'autre. Soit on s'attache à ce qu'il a de commun avec moi. Nous avons en commun d'avoir non seulement les mêmes organes, mais également la même dignité d'humain, par exemple. Soit on s'attarde envers l'autre sur ce qu'il a de différent, sur ce qui nous distingue. Est-ce que Magritte, quand il peint les amants, ne donne pas le sentiment de s'attarder sur ce que les gens ont en commun, plus que sur ce qui les distingue? Après tout, le fait de les recouvrir d'un voile, ce presque voile d'ignorance, est un voile qui dissimule le visage, la singularité, l'irréductibilité de l'autre, justement. C'est une lecture possible, et si c'est une lecture possible, c'est une lecture qui, disons, montre les limites aussi de cette peinture. Je préférerais penser que ce tableau est peint du point de vue de chacun des deux. C'est-à-dire que Magritte n'est pas en une position de surplomb. Parce que dans ce cas-là, il épouserait le point de vue de la totalité chez Lévinas. La position de surplomb. Je vois tout. Ce tableau pourrait être peint du point de vue de madame ou de monsieur. Et alors, pour chacun, l'autre figurerait la transcendance de l'infini. Alors, il y a une autre question autour du thème du visage, évidemment, qui recoupe d'une certaine manière celle-là. C'est la question de savoir ce qui demeure. Venez avec moi. C'est la question de savoir ce qui demeure dans le visage. On a dit, il y a deux façons de s'intéresser au visage de l'autre. Soit on s'intéresse à ce qu'il a de commun, soit on s'intéresse à ce qui nous distingue l'un de l'autre. Or, il est vrai aussi qu'on peut considérer qu'un individu, une même personne, est différente d'elle-même à chaque instant. Les étapes de la vie font que nous vieillissons, font que nous évoluons, que nous changeons.